Mon outil de travail principal est l'ordinateur. Je travaille quasiment que sur celui-ci pour la création de mes pièces. Principalement car depuis 1 an maintenant, le travail du volume est devenu compliqué et que je me suis tournée vers le numérique au début comme une alternative pour les choses que je ne pouvais pas produire en forme matérielle. Je l'utilise car mes médiums principaux sont la vidéo, la photo et plus récemment la 3D. Mais ce n'est pas seulement pour ces raisons. Il est également un outil propre à notre société qui agit comme une extension de notre propre vie matérielle. En effet, c'est dans cette idée de vie immatérielle que se concentre mon travail. Je me pose souvent la question du réel et de l'irréel dans notre vie quotidienne, de par ce que l'on choisit de montrer ou non sur Internet, posant ainsi une question sur notre propre identité. L'inspirateur est la première pièce qui évoque cette question du réel qu'on laisse à croire et de questions sur l'identité. Dans une réalité alternative, je m'imagine comme une dictatrice. Pour cela, j'ai créé une installation qui prend l'allure d'une exposition historique sur cette dictature qui pousse ma manière de penser à son extrême, à l'idée d'une œuvre dystopique comme 1984 de George Orwell. Je me questionne sur qui je suis et comment ma personnalité, mes goûts et mes idées peuvent interagir dans la société et même la modeler. Je m'inspire des choses de mon quotidien et questionne leur lien avec le réel, en tentant parfois de soulever des questions sociétales, notamment lorsqu'avec Paul Rousseau, nous créons une fausse marque de produits de luxe pour vernissage. Nous questionnons la valeur de ces événements sociaux auxquels nous participons et de leur accessibilité à un public plus large, de la manière dont ces événements sont souvent composés de membres d'une certaine élite intellectuelle qui se retrouvent autour d'une nourriture apéritive issue d'une culture plus populaire. C'est une manière pour ces personnes qui se retrouvent dans ces vernissages de se montrer et d'une certaine manière de briller en société, comme notre génération pourrait le faire avec les réseaux sociaux. On souhaite ainsi comme se promouvoir et donc montrer une image de nous presque modelée pour correspondre à un modèle fondamentalement irréel. Je continue donc mon travail sur cette fracture entre le réel et l'irréel, mais surtout sur la manière dont la représentation du réel finit par devenir dans notre société le réel. C'est notamment ce qu'explique Jean Baudrillard dans Simulacre et Simulation. Cette idée provoque ainsi la fracture entre le vrai et le faux, en les mêlant pour qu'ils ne deviennent qu'une seule et même idée. Wolfgang Tillmans, dans son livre Qu'est-ce qui est différent, tente de comprendre comment les fake news peuvent devenir source de vrais débats et arguments dans la politique. Je me penche alors sur l'idée qu'une information non fondée peut alors influencer la continuité de notre vie. J'aime la manière dont on peut accorder autant de véracité au tirage des cartes du tarot, et la manière dont moi-même et les personnes peuvent autant s'appuyer sur une prédiction aussi vaste, et comment ils se l'approprient en faisant des liens avec les événements de leur vie personnelle. Dans cette pièce, j'invite le public à se faire tirer les cartes grâce à un jeu à choix multiples. Le seul choix que le public aura à faire, c'est celui des cartes qu'ils vont tirer. Seulement, le tirage sera le même pour tout le monde. Ainsi, je souhaite voir comment chaque personne interprétera, selon sa vie, une divination universelle. Je constate que quelque chose de sans doute moins réel que les actions passées ou présentes peut alors prendre une dimension bien plus réelle lorsqu'elle impactera les actions futures de la personne qui les a assimilées, de la simple manière qu'une personne se projette dans une idée aussi vaste et impersonnelle. Mais alors je me pose la question. Le réel n'est-il pas une question de perception propre à chaque individu ? Quelque chose qui n'est fondamentalement pas existant devient-il réel dès lors que quelqu'un s'identifie à cette chose, la fait exister par le prisme de ce qui compose son individualité ? Si une personne se projette dans une idée ou un espace qui est irréel, cette idée et cet espace devient-il réel s'il existe dans la pensée d'un individu ? Dans Home Sweet Home, j'évoque ce questionnement en recréant un espace entièrement meublé en fourniture de la marque Ikea. Cette enseigne aujourd'hui participe énormément à l'uniformisation de nos espaces privés. J'entre dans l'espace personnel de quelqu'un et remarque que je possède les mêmes meubles et objets qui composent mon espace de vie. Si les choses deviennent réelles lorsqu'elles vivent dans l'espace de quelqu'un, alors un espace créé de toutes pièces devient réel dès lors qu'une personne se projette dans celui-ci. Si les choses deviennent réelles lorsqu'elles vivent dans l'esprit de quelqu'un, alors un espace créé de toutes pièces devient réel dès lors qu'une personne se projette dans celui-ci. Ikea participe déjà à ce principe avec ses catalogues où les espaces représentés sont en 3D, même si l'illusion est bien faite. L'espace que je recrée, moi, est également en 3D, et c'est totalement visible, on ne peut prétendre le contraire. Pourtant, il parvient à devenir matériel, réel, car chaque personne se projette à l'intérieur. Le souvenir d'un événement, d'un lieu, participe alors à la réalité d'une chose qui ne l'est pas. C'est dans cette idée que le travail de Thomas de Monde m'inspire, de par la manière dont il parvient à évoquer des souvenirs grâce à la création d'espaces universels dans nos connaissances et pourtant qui comportent quelques défauts. Mais qu'en est-il des fausses réalités, celles qu'on nous montre en prétendant être le quotidien de tous, alors qu'elles sont montées de toutes pièces, comme pourrait le faire Ikea avec son catalogue ? Je m'intrigue de voir de plus en plus de gens regarder à la télévision ces émissions faussement réalistes, et même de voir que ces émissions sont de plus en plus nombreuses. Je constate que ces émissions de télé-réalité traitent de sujets vastes et de groupes de personnes plus ou moins différentes. On peut retrouver des groupes de fêtards, chercher l'amour ou partir dans des endroits idylliques pour travailler, comme dans les Marseillais. Sur W9, inédit, découvrez la nouvelle saison des Marseillais à Dubaï. Ou encore de jeunes artistes s'affronter pour acquérir une certaine reconnaissance dans le monde de l'art, comme dans The School of Sachi. In a warehouse in North London,
artists from across the country nervously prepare to exhibit their work. They're here to win the opportunity of a lifetime, the chance to be spotted by one of the most influential and enigmatic figures in the world of modern art, Charles Saatchi. Seulement j'observe que dans chacune de ces émissions de télé-réalité, pourtant si nombreuses, je ne me reconnais pas ni me projette. Pourtant elles portent bien le nom de télé-réalité. Alors quand bien même je ne suis ni marseillaise, ni encore une artiste, le quotidien qui est décrit dans celle-ci n'est en aucun cas le mien, ni celui d'une grande majorité d'êtres humains. Je constate en fait que ces télé-réalités n'en portent que le nom. Elles ne sont que des outils de divertissement, totalement modelés et ficelés, pour faire croire aux spectateurs qu'un jour peut-être ils aspireront à ce modèle-là. Dans ma pièce, Fausse vraie télé-réalité, je décide de filmer mon quotidien pendant une journée. On a découvert, je le dis dans le même, mais j'aurais pas dit, parce que c'est trompeur. Parce que ça se renverse quand même en vrai, mais juste tu sais pas quand est-ce que ça va se renverser. Oui, c'est pas très bio quoi. D'autant plus. Allô de mon coquin. Je reprends ensuite les vidéos et les monte à la manière d'une télé-réalité, avec un rythme rapide et les fioritures qui l'accompagnent. Plus j'avance dans le montage, plus je me rends alors compte que tous ces plans qui me paraissaient ennuyeux deviennent intéressants et même drôles, que ma vie plutôt normale devient divertissante grâce au montage et au découpage des rushs. Je me pose finalement cette question. Est-ce que le médium ne serait pas en fait une source de la perte du réel? Car finalement je décide de ce que je vais montrer ou non, que ce soit avec la vidéo, la photo, la 3D ou tous les autres outils numériques. Je peux faire croire ce que bon me semble avec ces outils. Ce que j'évoquerai prochainement dans une pièce qui tourne autour d'une personne croisée lors d'une visite virtuelle de l'Algérie sur Google Maps, où dans les photos de cette ville du Sud, on retrouve cet homme qui se met en scène grâce à des photomontages. On peut le retrouver dans un musée, au Japon, ou encore sur des écrans géants. Que cherche-t-il? Peut-être à se faire croire à une réalité, ou alors à nous faire croire à une réalité. Je continue donc de me pencher sur l'irréel, mais surtout sur ce qu'est le réel IRL.